Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation du Fonds européen de défense 2026. Je suis Christelle Doudiès, en charge du secteur de la défense au pôle Aerospace Valley, et je serai accompagnée pour ce webinaire de Fabienne Davran, en charge de la cellule Europe au pôle. Bonjour à tous. Aerospace Valley organise ce webinaire avec le soutien de la Direction générale de l'armement, ainsi que de l'Agence de l'innovation de défense, et en partenariat avec le pôle Alpha RLH, le pôle européen de la céramique, le cluster Primus et ID for Mobility. Il est important pour vous d'identifier vos différents points de contact au sein des différentes structures qui seront susceptibles de vous accompagner dans votre parcours au sein du Fonds européen de défense. Vous avez Marina donc pour le pôle Alpha RLH, Florine pour le pôle européen de la céramique, Maë pour le cluster Primus et enfin Sébastien pour ID for Mobility. Concernant Aerospace Valley, ce sera donc moi-même et Fabienne qui seront vos points de contact privilégiés. Nous commencerons ce webinaire par une présentation de l'appel FED 2026 avec ses thématiques, ses types de projets, les conditions d'éligibilité, les modalités de financement ainsi que le calendrier prévisionnel sur la période 2026-2027. Nous ferons un focus sur les topics PME et les actions dans le cadre de l'EDIS, l'EDIS étant un programme européen d'innovation en matière de défense, ainsi que le bilan et le retour d'expérience sur les appels FED précédents. Nous vous transmettrons également quelques conseils et recommandations. On passera ensuite à la session de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire par chat et nous y répondrons à la fin. Sachez que ce webinaire est enregistré, qu'il sera également disponible en replay et les slides seront transmises à toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Fabienne, je te laisse désormais la main et je vous souhaite à tous un excellent webinaire d'information. Merci Christelle. Écoutez, ravie de vous voir si nombreux autour de ce webinaire qui est réalisé donc avec Christelle et aussi la cellule Europe du pôle que j'ai le plaisir de coordonner. Alors, tout d'abord, en introduction, quelques mots sur les généralités sur ce Fonds européen de défense pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas déjà. Donc, le FED, en anglais, on appelle le EDF, le European Defence Fund. En fait, il fait suite à la création en janvier 2020 d'une nouvelle direction générale qui s'appelle donc, on appelle la DG Défi, Direction générale de l'industrie de défense et espace. Donc, les DG à Bruxelles, ce sont des entités qui sont au sein de la Commission européenne, qui s'occupent bien sûr d'implémenter les programmes. Donc, cette DG Défi a été créée en janvier 2020 et de fait, le programme Fonds européen de défense a été lancé en suivant en 2021. Donc, il s'agit d'un programme de recherche et de développement pluriannuel. Et il en va ainsi de nombreux programmes de financement européen. Donc, 2021-2027. Ça signifie que les budgets sont sécurisés sur cette période. La finalité du FED, c'est de soutenir des projets de R&D structurants qui répondent aux besoins des forces armées. Et ça vise donc à développer une BITDE, donc une base industrielle et technologique de défense européenne autonome, compétitive, innovante et intégrée. Sur ce FED, donc, il y a un budget qui a été donc sanctuarisé de 8 milliards d'euros avec deux volets. Un volet recherche de 2,7 milliards pour des projets donc plus amont, plus recherche, et un volet développement pour des actions qui vont aller plus sur l'aval, plus au niveau des prototypes par exemple, de 5,3 milliards. Je vous ai mis ici cette illustration donc, qui a été prise qui a été démontrée donc l'an dernier lors de l'Info Day du FED 25, qui vous montre un petit peu la montée aussi, le ramping up, la montée en cadence, on va dire, de l'approche collaborative pour l'investissement de défense en matière donc, de recherche et développement. Et vous voyez ici que le FED se positionne voilà, sur dès 2021 avec donc, du budget sanctuarisé, et des choses qui ont aussi accéléré la formation de nouveaux programmes, comme le LASAP, le DIRPA, et maintenant le DIP, qui est vraiment un programme intégré pour les capacités de défense européennes. Et surtout ça a fait suite à la guerre en Ukraine. Et auparavant, il y avait eu déjà des programmes que peut-être certains d'entre vous ont connus, le PADR et le DIDP, qui ont été précurseurs du FED.
Alors, donc, le programme FED, il fonctionne avec des programmes de travail, ce qu'on appelle des work programmes, et des appels à propositions qui sont annuels. Depuis 2021, il y a eu donc un appel tous les ans. Donc, ce sont des projets de R&D application militaire. Alors, ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que ce qui va être financé, c'est l'application pour le domaine militaire, même si au départ, la technologie peut être dual, mais là, ce qui sera financé, c'est vraiment pour un usage militaire. Les taux de subvention, ils varient. C'est un peu la difficulté du fait, je dirais, pour ceux qui connaissent déjà les programmes de financement européen civil. Le fait, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Il y a des taux fixes de financement qui varient de 20 à 100%. Et ensuite, on applique des bonus. Et les taux de financement, ils sont en fonction du type d'activité. Mais on y reviendra plus tard. Pour les PME, je dirais qu'il y aurait deux voies d'accès. C'est aussi ce que la DGA prône. En fait, il y a soit l'accès via des appels qui sont dédiés exclusivement aux PME. Et ça, c'est une chance qu'il y en ait aussi sur ce programme. Ce n'est pas le cas dans tous les programmes. Hein, donc ça, il faut bien le signifier. Et ça, c'est la première voie d'accès. Ou la deuxième voie d'accès serait d'intégrer un consortium qui serait piloté par des grands maîtres d'œuvre industriels dans le cadre des grands calls, voilà, qui eux sont quand même très drivés par la grande industrie. Et ensuite, il y a aussi une particularité sur ce programme, c'est l'accompagnement E10 avec des soutiens un peu différents, mais là encore, j'y reviendrai en détail. Donc maintenant, nous allons parcourir cet appel FED 2026 avec les thématiques qui sont ouvertes, les types de projets, l'éligibilité, les modalités de financement. Donc, c'est le 6e appel du programme. Comme je vous ai dit, depuis 2021, il y en a un tous les ans. Le texte de l'appel a été prépublié en décembre 2025. Et là, je tiens à dire qu'il y a un gros effort qui est fait par la DGDFI qui gère ce programme de publier chaque année de plus en plus tôt. Donc, on voit bien que le programme se rôde et les publications sont de plus en plus tôt dans le calendrier. Donc, l'appel, il clôturera le 29 septembre 2026. Cette date, on la connaît grâce à la DGA qui nous l'a donnée. Elle sera officiellement dévoilée quand les appels à projets seront, l'infoday sera réalisé, j'y reviendrai. Mais bon, vous pouvez déjà mettre ça dans le calendrier, c'est la date de clôture du FED 26. Ce FED 26, il est composé de 31 topics, alors on appelle ça des topics, c'est des lignes de recherche en fait, des thématiques, pour un budget total de 1 milliard d'euros. Il y a 7 topics thématiques, donc on va les dérouler rapidement prochainement là, et 3 topics non thématiques. Quand ce n'est pas thématisé, c'est que c'est ouvert à tous les sujets, pourvu bien sûr qu'ils soient inclus dans le programme, la feuille de route du FED, et qu'ils ne contreviennent pas à certains sujets. Donc, il y a dans les topics non thématiques, il y a notamment un topic qui est Focus PME Labo. Donc là, on va avoir des consortiums composés de PME de labo et un topic Focus PME, donc uniquement pour les PME. Et puis, il y a donc d'autres actions, et ça, c'est plutôt le support E10, du business coaching, de l'equity, et d'autres supports E10, et j'y viendrai aussi en détail tout à l'heure. Vous avez là les liens vers les documents officiels qui ont déjà été publiés, donc la page web où vous trouverez toutes les infos sur ce FED 26, et je vous ai mis le lien vers le Work Programme, ce fameux programme de travail où tout est écrit et tous les topics sont listés. Et sachez également, alors là, je m'adresse aux adhérents d'Aerospace Valley, que nous avons, dans le cadre de la CESI d'Europe, décrypté cet appel FED 26, qu'il est en ligne sur notre réseau Connect uniquement pour nos adhérents, et qu'on a identifié dans ce FED 26 16 topics qui peuvent concerner directement nos filières. Vous avez ici un calendrier approximatif pour vous donner une vision de ce qui va se passer pour ce fait. Donc, on a la prépublication en décembre 2025 de l'appel à projet. Une date intermédiaire, mais j'y reviendrai aussi en détail, qui a été fixée par la DGA, donc au 29 mai 2026, pour les propositions qui candidateront sur le topic SME Development. Donc, le
le topic réservé aux PME sur les Development Actions. Mais j'y viendrai plus en détail tout à l'heure. La date limite de dépôt des offres à la commission des projets, c'est le 29 septembre. Et ensuite, globalement, je n'ai pas les dates précises, mais ça vous donnera un ordre d'idée. Le processus d'évaluation par des experts de la commission qui va se dérouler entre fin septembre et le printemps 2027, où là, les réponses vont être données sur les résultats de l'évaluation. Et ensuite, il y a un temps qui est imparti entre le printemps 2027 et l'automne pour mettre en place les contrats et les accords de subvention. Ce qui veut dire que les projets qui vont candidater à ce FED 26 pourront, s'ils sont acceptés, bien sûr, démarrer vers le milieu de l'automne 2027. Voilà, et je vous ai mis ici aussi les endroits où vous pourrez télécharger toutes les informations pour justement obtenir l'accord de la DGA sur le topic SME Development. Alors, le contenu de l'appel, vous allez voir, donc on va parcourir, là je vous ai extrait ce que l'Europe a produit dans sa fact sheet, hein, qu'elle produit pour tous les appels qu'elle lance sur ce FED-là. Vous ai mis les thématiques qui vont être concernées par ce FED 26. Vous voyez qu'il y a plusieurs catégories, et c'est la particularité du FED, c'est qu'il adresse plusieurs secteurs sur la R&D pour les armées. Donc, on a tout ce qui concerne le médical, le CBRN, les biotech et les facteurs humains. Voilà, avec ici les topics et le budget qui est alloué pour 2026 sur cette thématique. Ensuite, quelque chose qui va plus concerner nos adhérents, c'est les capteurs, aussi les capteurs avancés, passifs et actifs. Ensuite, on a une thématique sur la cybersécurité avec les réseaux quantiques. Le spatial, bien sûr, qui nous intéresse, nous, chez le Space Valley, avec un sujet sur les récepteurs Galileo. Voilà, je m'attarde pas parce qu'on n'a qu'une heure et en fait, on ne peut pas passer en détail tous ces appels, mais bien sûr, vous retrouvez tout le détail dans le programme de travail. Voilà, donc le spatial, 50 millions d'euros quand même pour le spatial au niveau des récepteurs Galileo. Ensuite, on a une thématique dédiée à la transformation digitale, qui peut aussi intéresser nos acteurs et de nombreux autres. Et là, on a un sujet autour des réseaux de drones et des robots et des drones, donc l'organisation d'un challenge technologique, entre autres. Ensuite, un sujet sur l'énergie, plusieurs sujets, pardon, sur l'énergie, donc avec un nouveau moteur turbofan, des nouveaux systèmes high performance énergétique et un sujet autour des munitions. Puis, un sujet autour des matériaux et des composants, avec notamment un topic sur les textiles intelligents et multifonctionnels. Sur l'air combat de l'aviation, on a aussi trois topics sur le air-to-air refueling, sur les systèmes de protection et sur les technologies intelligentes pour les nouveaux systèmes de fighter. Ensuite, un sujet sur l'air missile and defense, deux sujets pardon, sur cette thématique air and missile defense. Puis, un sujet dédié au combat au sol. Des thématiques sur la protection des forces et la mobilité des soldats. Le naval, pas oublier non plus, avec un sujet de 90 millions d'euros sur les nouveaux vaisseaux. Puis des sujets sur les sous-marins, des sujets sur la simulation et la formation, et un topic que je vous ai bien identifié ici comme non thématique, qui est dédié aux technologies de rupture. Et dans ces technologies de rupture, on va avoir, et j'y viendrai plus en détail, mais on va avoir un sujet sur tout ce qui est capteur over the horizon, et un sujet complètement ouvert sur les technologies disruptives. Et puis, vous avez les fameux
topics qu'on a identifiés qui font l'objet d'une présentation particulière dans notre webinaire. Donc, ces fameux topics non thématiques dédiés aux PME. Alors, donc, un premier sur les coopérations entre PME et labo, ou Research Organization au sens large, et un topic dédié uniquement aux PME. Voilà. Et puis, les actions U10 apparaissent aussi budgétairement. Vous voyez, il y a 39 millions d'euros qui a été alloué pour ces actions U10 qui consistent en du coaching, de la création d'un fonds d'investissement spécifique pour la défense, l'organisation de hackathons ou autres services de business acceleration et de matchmaking, de mise en réseau des acteurs. Donc, les caractéristiques de ces projets faits, donc je l'ai déjà dit, application militaire only. C'est toujours du projet collaboratif européen, c'est-à-dire qu'il doit réunir plusieurs acteurs de plusieurs pays de l'Union, plus la Norvège est aussi le seul pays éligible au FED qui ne soit pas européen, mais pour lequel il y a eu des accords passés entre l'Union et ce pays, et qui fait que les entités norvégiennes sont éligibles au même titre que les entités européennes. Dans ces projets, donc, je vous l'ai dit, il y a plusieurs types d'actions qui sont financées. Les actions dites Research Action, qui là vont concerner le développement de nouvelles connaissances ou l'intégration de nouvelles connaissances, et qui vont grosso modo financer aussi des études de faisabilité. Donc, pour ceux qui connaissent le TRL, en gros, ça s'arrêtera au TRL 3, donc les études de faisabilité, au POC, comme on parle, Proof of Concept. Et puis, il y a des actions qui s'appellent des Development Action, qui là vont aller plus haut, donc qui peuvent démarrer à l'étude de faisabilité, donc en gros au POC, mais qui vont financer les activités ultérieures, donc de conception, de prototypage, de test, de qualification, de certification et d'analyse de cycle de vie. En revanche, le FED ne va pas financer les lignes de production, mais il va financer donc la faisabilité jusqu'au proto et avec en plus le test et la qualité. Les projets en général au FED, ils durent. Alors là, c'est très, très variable selon les sujets, mais on va dire grosso modo entre 1 an et 4 ans. Les résultats, la propriété intellectuelle, c'est important, est détenue par les bénéficiaires. Mais donc ça, c'est la règle de base. Et ensuite, les projets, lorsqu'ils sont gagnés, s'entendent pour élaborer un consortium agreement avec une définition plus précise des règles de propriété intellectuelle. Il y a une spécificité sur le fait, c'est que les résultats, le résultat final de l'action ou les résultats finaux des actions ne doivent pas être soumis à un contrôle, à une restriction par des entités qui ne seraient pas européennes. Alors, quelques particularités, mais je vais passer assez vite parce que il y a quand même des challenges qui sont ouverts sur ce FED 26, ça dépend des appels. Sur ce FED 26, il y a des challenges il y a un challenge qui est ouvert autour des drones notamment. Et là, c'est en fait un défi technologique, il y a du budget, donc pour les gens, des partenaires ou des consortiums qui vont lancer le défi. Et puis, il y a du budget aussi pour les entités qui vont répondre au défi. Voilà, donc là, je vous ai mis le lien vers ce que le FED entend par le challenge. Et je précise donc qu'il y en a un ouvert sur le FED 26 qui concerne les drones. Et puis, il y a des topics, des lignes d'appel qui sont marquées STEP. Et là, ça veut dire qu'elles se réfèrent à des technologies qui ont été définies comme stratégiques par l'Union. Donc, ces technologies stratégiques, elles étaient au nombre de 3 gros domaines. Donc, tout ce qui était deep tech, technologie plus digitale, on va dire, biotech et clean tech. Et là, il y a une petite nouveauté sur 2026, c'est que désormais, les technologies STEP adressent aussi les technologies de défense. Voilà. Et il y a des appels qui intègrent aussi le mécanisme de cascade funding, donc Financial Support to Third Party, où là, il va s'agir de redistribuer. Donc, les projets vont avoir du budget du FED, mais elles vont en redistribuer une partie en cascade vers les tiers. Ça, c'est des mécanismes qui sont très intéressants pour les petites boîtes, les petites PME qui n'ont jamais fait de projet européen. Et c'est un premier pas qui est souvent très, très intéressant.
Donc, le topic que je voulais désigner tout à l'heure sur les technologies disruptives, ben là, c'est donc quelque chose qui est ouvert à toutes les entités, qu'elles soient PME, grands groupes, labos, universités ou autres. Ça concerne des actions donc, de recherche hein, sur du bas TRL, des études de la conception max, mais études et conception, c'est un peu faux. Je dirais c'est plutôt avant le design, hein, c'est tout ce qui est études de faisabilité, on va dire. Mais il faut viser des technos vraiment en rupture hein, et qui ont dont on pressent qu'elles auront un fort impact commercial. Donc, il y a un budget de 20 millions qui est alloué à ce topic pour des projets qui vont faire 3 millions en moyenne hein, et qui vont durer de 12 à 24 mois. Donc, je vous ai mis dans ces disruptives technologies, il y a un appel spécifique qui concerne donc ces capteurs au-delà de l'horizon, donc pour des technologies radar à haute fréquence, de surface, voilà, et à ondes ionosphériques. Je ne suis absolument pas spécialisée radar, donc je vous laisserai regarder pour ceux que ça intéresse. Il y aura par contre une proposition financée, donc c'est un appel qui est extrêmement compétitif et on dira réservé à certains acteurs. Je ne m'attarde pas plus. Les appels faits pour les PME, donc je vous ai dit, il y en a deux. Principalement. Il y en a un qui est ouvert aux actions de recherche entre PME et centres de recherche. Voilà, il ne faut pas que il y a une condition, il faut que le maximum de budget aille aux PME et que ce soit une PME qui coordonne. Et pour le reste, donc, les centres de recherche sont bien sûr bienvenus sur ce topic et sont nécessaires, non plus que bienvenus, nécessaires. Donc, c'est ouvert à des solutions innovantes. Donc, l'appel va lister un certain nombre de sujets, mais ce n'est pas restrictif. Donc, ça finance des activités du terrain 0 à 3. Il y a 35 millions d'euros réservés avec un budget qui peut aller quand même sur 5 millions d'euros, ce qui est quand même important comme budget par proposition. Et ensuite, il y a l'action de développement pour les PME, donc uniquement ouvert aux PME qui répondent à la définition européenne, hein, important. Donc là, ça concerne des développements technologiques, toujours hein, l'innovation, bien sûr, c'est ce qui conduit les FED. Pareil que pour le précédent, il y a une liste de sujets proposés, mais qui n'est pas restrictive. Il faut essayer de, tant que faire se peut, parce que ça pourrait être bonifié en termes de financement, faire un lien avec les technologies qui sont dans le PESCO, donc dans le document qui décrit donc la Permanent Structure Cooperation donc de ce programme. Ça finance des activités qui vont aller du TRL 3 au TRL 9. Et au niveau du budget, on est sur 30 millions d'euros avec un budget max par proposition de 6 millions d'euros, ce qui est quand même extrêmement important également. Là, donc, c'est important de noter pour les PME françaises qui souhaiteraient coordonner un projet, une Development Action SNI, il est fondamental d'avoir l'accord de la DGA pour pouvoir candidater. Et donc là, il faut envoyer un pré-projet à la DGA avant la date du 29 mai 2026. Donc, il y a le formulaire qui apparaît et l'adresse à laquelle l'envoyer. Et là-dessus, les pôles, notamment Aerospace Value, mais je suis sûre qu'il en est de même pour nos autres partenaires de ce webinaire, nous vous aidons à rédiger ce pré-projet. Nous vous expliquons, nous accompagnons vraiment sur ce dispositif. Voilà, donc pour répondre au topic PME, il faut aussi prouver que vous êtes bien une PME. Donc, je vous ai mis les critères, donc max 250 salariés, un critère financier sur le chiffre d'affaires, le bilan, et il ne faut pas être détenu à plus de 25% par une non-PME. Donc ça fait l'objet vraiment d'une recommandation européenne, hein, c'est un statut officiel européen. Donc, vous pouvez vérifier si vous répondez bien à ce statut en répondant à un questionnaire, je vous ai mis le lien. Et important à savoir aussi que pour en fournir vos pré-projets à la DGA, il faut aussi pouvoir prouver que vous avez ce SME Certificate. Voilà. Donc là encore, on peut vous accompagner pour vous expliquer tout ça. Et également important à savoir, c'est qu'il y a une capacité financière qui est examinée pour tous les bénéficiaires, sauf les entités publiques, ou sauf si vous demandez moins de 60 000 euros de subvention, ce qui est quand même rarissime. Donc là, sur ce FED, il faut savoir que dès la soumission de vos propositions, il faudra fournir un bilan comptable
voilà, pour démontrer votre capacité financière. Et aussi, il faudra démontrer que vous avez les moyens d'autofinancer, ce qui n'est pas couvert par la subvention. Donc, les conditions d'éligibilité et de financement et comment on candidate et comment sont évalués les projets FED. Donc, les conditions d'éligibilité, je vous l'ai déjà dit, ce sont des consortiums européens qui doivent répondre à ces appels à projets. Il faut qu'ils soient constitués d'au moins 3 entités légales différentes, de 3 pays membres ou la Norvège. Ceci étant dit, c'est uniquement un minimum d'éligibilité car en général, les projets qui répondent au FED sont beaucoup plus gros et impliquent beaucoup plus de partenaires. Alors ça, bien sûr, c'est à mettre en exergue avec la taille du projet qui va être financé. Vous n'allez pas avoir le même nombre de partenaires sur un projet qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros qu'un qui en fait moins. Voilà, évidemment. Mais on ne s'arrête jamais à 3 États membres. Sur le topic PME, c'est un peu plus réduit. On peut rester sur des volumes de 3, 4, 5 partenaires. Mais voilà, en général, on ne s'arrête jamais à 3. Et là, un bon moyen de savoir, c'est d'aller voir tous les projets qui ont été financés précédemment. Je vous ai mis ici le lien vers les projets qui ont été financés par l'appel FED 2004. Et ça, c'est un bon moyen de voir le profil des consortiums qui sont financés. En particulier, si vous êtes une PME, vous allez voir après ce qu'il faut viser en termes de partenaires. Bon, et bien sûr, pour être éligible, il faut être aussi établi légalement en UE et avoir sa structure de management dans l'UE. Ça, c'est important. C'est regardé de près par le FED parce qu'il y a quand même, comme vous pouvez l'imaginer, une question de confidentialité sur ce programme de défense. Il faut aussi utiliser pour le projet des infrastructures, des installations, des actifs, des ressources qui sont localisées sur l'Union. Il ne faut pas être contrôlé par des entités d'État tiers préférablement. Cela dit, si vous avez une appartenance vers une entité qui ne soit pas européenne, il est possible de demander des dérogations, mais là, c'est à voir directement avec la DGA et le DID. Et également, il y a ce qu'on appelle une Ownership Control Declaration, qui est une self-déclaration, une déclaration que vous allez remplir et que vous devez fournir aussi lors de la soumission du projet. Au niveau particulièrement des development actions, donc des actions qui vont être plus sur du TRL plus haut, il est important dans ces projets de démontrer que vous avez les moyens d'autofinancer ce qui n'est pas financé par le programme, hein, parce que bien sûr, plus vous montez un TRL et plus le taux de financement décroît. Donc, il faut montrer que vous avez bien la capacité d'autofinancer ce qui n'est pas couvert par la subvention publique. Hein. Et il faut aussi démontrer qu'au moins 2 États membres ont l'intention de se procurer la technologie et pour cela définir des exigences communes. Donc là, pour ces development actions, il faut fournir des lettres d'intention et des specs techniques communes qui soient co-signés par 2 États. Et ça, c'est une action qui est pilotée par la DGA. Mais là encore, on peut vous renseigner plus en détail et vous mettre en contact surtout avec la DGA là-dessus. Les modalités de financement, je vous l'ai dit, ça marche un peu particulièrement pour ceux d'entre vous qui connaissent le rapide. Je crois que c'est assez, le principe de financement est assez proche, c'est-à-dire qu'on va avoir des parts de subventions dites fixes et des parts variables en fonction des bonus que vous pouvez démontrer. Voilà. Et là, on a des types de financement qui varient selon que vous répondez à une research action ou à une development action. Sur la research action, c'est le rectangle du haut, vous arrivez naturellement avec des parts fixes qui sont à 100%. Voilà, donc ça, pas de souci. Sur les research actions, vous serez financé à 100%. Là où ça se complique un peu, c'est pour les development actions, où là, vous allez avoir des parts des pourcentages de financement qui sont différents selon le type d'activité que vous mettez dans le projet. Et vous avez ici donc le détail. Alors, par exemple, si vous mettez des actions d'études ou de conception, si c'est des études, vous êtes à 90% en part fixe. Si c'est de la conception, donc design, vous êtes à 65%. Par contre, le taux décroît à 20% pour les activités liées au prototypage. Mais là-dessus, vous pouvez bonifier
Alors voilà, je vous laisse, je ne parcours pas en détail parce que le temps file, mais voilà, vous pouvez voir que quand même, sur tout ce qui est notamment lié à la qualification et à la certification, on a des parts fixes qui atteignent des pourcentages importants de 70%. Voilà. Et là-dessus, vous allez bonifier vos taux de financement avec des bonus qui vont… alors, on ne peut pas cumuler plus de 35% de bonus, mais sur des activités comme la conception, vous allez arriver facilement à 100% de bonus, de financement avec les bonus. Sur le proto, vous ne pourrez pas dépasser 55%, mais ce qui reste quand même un taux tout à fait correct pour du prototypage. Voilà, les bonus, comment on les cumule? En fait, il y a plusieurs façons d'obtenir un bonus. Soit vous arrivez à démontrer que votre projet répond au programme du PESCO, et là, vous avez 10% de bonus. Et il y a des bonus liés au type d'entité que vous allez mettre dans le consortium. Si vous pouvez démontrer que 15% des coûts du projet sont alloués à des ETI, vous allez avoir 10% de bonus. Et si vous démontrez que vous avez, des PME dans votre consortium, vous allez aussi pouvoir cumuler du bonus qui va être différent selon le type de PME que vous allez mettre. C'est-à-dire, si vous êtes français, que vous pilotez un projet et que vous mettez des PME étrangères, là, vous avez un bonus important au titre de PME transfrontalière. Si vous êtes français, que vous mettez des PME françaises dans votre projet, vous allez aussi avoir un bonus qui va être un peu moins important que le précédent au titre des PME non transfrontalières. Donc, autrement dit, il y a quand même une incitation forte du programme à faire participer les PME dans ces projets et c'est important de le noter. Au niveau des candidatures, comment on les dépose? En fait, on les dépose sur le Funding and Tender Portal, qui est vraiment l'endroit où vous allez trouver des informations détaillées sur le call. Et c'est là aussi que vous allez déposer vos propositions de manière électronique. Et après, c'est aussi ce Funding and Tender Portal qui sera utilisé pour la gestion des projets financés. C'est là que les projets déposent notamment les livrables. La candidature, elle va être composée de plusieurs documents, donc toujours électroniques. Une forme, ce qu'on appelle une part A comme administrative, qui se remplit en ligne. Voilà, et en général, c'est le coordinateur du projet qui appelle ses partenaires à venir remplir aussi en ligne ces informations, qui sont des informations plutôt administratives. Il y a une partie dédiée à l'éthique, c'est là aussi qu'on met le résumé du projet, voilà, pardon, le résumé du budget et le résumé du projet aussi d'ailleurs. Et ensuite, on a la partie B. Alors ça, c'est une partie, c'est vraiment la proposition technique du projet, donc qu'on va faire, que le projet va faire évoluer tout au long du montage et qu'ensuite on viendra charger sur cet espace de soumission. À noter que pour le FED, et c'est aussi sa particularité, il y a beaucoup d'annexes, de documents annexes et de documents obligatoires à mettre aussi dans la candidature et avec des modèles imposés. Tout ça, c'est des modèles imposés. C'est-à-dire que même la part B, il y a des chapitres imposés, il y a une taille de nombre de pages imposées, il y a même une police de caractère imposée. Donc tout ça, ça doit être vraiment très conforme au template et au modèle de candidature. Donc il est important d'utiliser les bons modèles et qu'il faut télécharger sur le portail. Et aussi de bien anticiper la deadline de soumission, on ne le dira jamais assez. Il faut toujours télécharger avant la deadline et itérer. Et c'est la dernière proposition qui est en ligne au moment de la clôture de l'appel qui sera évaluée. Cette évaluation, justement, donc on en parle rapidement ici. Les officiers de la Commission européenne de la DGDFI vont vérifier l'éligibilité des propositions, qu'elles répondent, qu'elles aient le minimum requis de nos partenaires, qu'elles aient bien rempli tous les formulaires à toutes les annexes. Voilà, donc c'est en gros le check d'éligibilité. Et ensuite, l'évaluation est réalisée par des experts indépendants qui font partie du registre des experts de la Commission européenne. Voilà, donc il y a des critères d'évaluation bien définis selon le type d'appel. C'est important de regarder précisément dans la contexte ce qui est attendu en termes d'évaluation. Puis, une fois que ces experts ont mené
ont mené ces évaluations de manière indépendante. Ils se réunissent dans des consortiums, des evaluation meetings, ils confrontent toutes leurs évaluations. Il y a des ordres de priorité qui peuvent être donnés en cas d'égalité de score. Et ensuite, il y a l'Evaluation Result Letter qui est envoyé aux candidats. Donc, je vous ai fait apparaître ici des critères pour l'évaluation de l'appel de l'an dernier, parce que je n'ai pas encore les critères d'évaluation de l'appel 2026, mais ça ne saurait tarder, ça va être publié officiellement sous peu. Mais je vous ai mis ici les divers critères. En fait, vous voyez qu'il y a des critères différents et qui vont en plus être pondérés différemment selon qu'on réponde à une research action ou à une development action. Tout ça, c'est en ligne et c'est très détaillé, très, très bien détaillé par la commission. Donc, je ne vais pas m'appesantir, mais vous voyez qu'il y a des critères liés à l'excellence. Donc, c'est l'excellence scientifique. L'innovation, ben, c'est en quoi ce qui est proposé vraiment est innovant et dépasse ce qui est déjà dans l'état de l'art. Il y a des critères liés à la compétitivité, à l'autonomie de la base européenne de défense. L'implémentation, ça va être plutôt le work plan, c'est-à-dire comment on va faire le projet, est-ce qu'on a un work plan qui est bon, est-ce qu'on a bien les bons livrables, les bons jalons, voilà. Et donc, il y a tout un tas de critères qui seront détaillés donc ultérieurement. Là, je vous ai mis un mot sur le scoring parce que donc il y a le scoring par critère. Donc, il faut avoir un certain nombre de points par critère. À noter qu'il n'y a pas de seuil minimal par critère individuel. Un seuil minimal, c'est ce que l'Europe désigne par un threshold, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine moyenne. Donc là, il n'y en a pas à titre individuel, mais il y en a à titre global. Et vous voyez qu'il faut avoir dépassé 30 sur 45 pour les actions de research action, par contre 37 sur 55 pour les actions liées au développement. Et donc, il y a des pondérations, ce qu'on appelle le weighting, c'est-à-dire qu'il y a des pondérations qui sont mises sur certains critères. Bon, je pourrais vous en parler plus en détail si vous revenez vers nous. Je vais parler maintenant de l'action E10 parce que cette action E10, elle est quand même importante, notamment pour les startups et les PME, parce qu'elle déroule tout un tas d'actions qui sont différentes des appels à projets, mais qui sont aussi intéressantes. Et à noter qu'il y a donc 2 milliards d'euros qui ont été dédiés pour l'action E10 dans le cadre du FED, ce qui est quand même un montant important. Donc, E10, ça a été créé toujours pour développer l'innovation pour les capacités de défense européennes et notamment pour les startups et les PME. Donc, il y a tout un tas d'actions qui sont déroulées par E10, des actions dites d'innovation competition, donc des hackathons, des challenges technologiques. Il y a de l'accélération marché, voilà, aussi. Il y a de l'access to private finance. C'est important, c'est aussi la création d'un fonds de fonds qui va être dédié. Alors ça ne vous concerne pas directement, sauf si vous êtes investisseur dans l'auditoire, mais ça va être quand même in fine pour le bénéfice des PME, des startups, puisque ça va être vraiment pour les actions de défense. Voilà, donc ça, c'est un peu toutes les activités que déploie E10. Au niveau de la Business Acceleration, c'est important de noter qu'il y a actuellement, il y a une cohorte dite d'automne, de printemps qui a été lancée donc, pour les startups et les scale-up de l'Union, de la Norvège qui est toujours associée, et là aussi il y a l'Ukraine qui est partenaire associé sur ce Business Acceleration. Donc là, c'est le 10 qui va accélérer l'accès au marché pour des startups et des scale-up. Il y a 40 PME 40 sociétés donc, par cohorte. Actuellement, la cohorte de printemps a été lancée donc, en décembre, va se clôturer en janvier, c'est clôturé, pardon, puisqu'on est déjà en février, c'est clôturé le 25 janvier, mais il y a une deuxième cohorte qui va arriver en mai, qui se clôturera en juin. Donc ça, c'est de l'accélération sur un programme de 8 mois, avec du coaching, de la formation personnalisée, mais aussi des seed vouchers de 120 000 € par entreprise. Donc, il y a aussi du financement pour ces business acceleration. Voilà, je me fais signe qu'il faut que j'accélère. Heureusement, je suis vers la fin, je pense.
Matchmaking, c'est aussi des actions pour de la connexion particulièrement avec des investisseurs. Là, c'est au fil de l'eau, on continue. Puis, un appel en cascade, je vous en ai un peu parlé de ce cascade funding. Donc là, sachez que l'appel major est ouvert depuis le 2 janvier, qui se clôturera le 25 mars. Donc là, allez regarder aussi ce qui est ouvert en termes de thématiques sur ce projet major. Il y en a d'autres qui vont arriver dans l'année. Le Defense Equity Facility, c'est le fonds de capital investissement pour la défense. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour les investisseurs. Et vous avez le lien vers tous les supports 10. N'hésitez pas à aller regarder ce lien. Bon, là, c'est ce qui a été financé en 2025. Je ne m'attarde pas, vous pourrez le regarder en détail, puisque de toute façon, c'est passé. Mais voilà, c'est pour vous dire tout ce qui est fait au titre de 10. En termes de statistiques, ben là, j'ai mis les statistiques que nous avait fournies la DGA sur les appels depuis 2021, avec un pourcentage non neutre de PME qui participent. Vous voyez qu'on est autour de 30%. Là, vous avez aussi les key figures de l'EDF 2024, avec quand même une participation importante des PME qui représentent quand même 38% de toutes les entités sélectionnées et 27% en termes de financement, ce qui est quand même important sur des programmes européens. Sachez aussi que vous pouvez trouver tous les projets financés ici sur le lien FED. Et puis, pour ce qui est du FED 25, eh bien, l'inscription est toujours en cours, puisque l'appel s'est clôturé en novembre l'année dernière. Et donc, l'évaluation est encore en cours. Les conseils qu'on peut vous déployer, parce qu'il en faut, et des recommandations aussi. Déjà, ce qu'on vous conseille, c'est de vous faire connaître en tant qu'acteur R&D de défense. C'est important d'être visible. Pour ça, vous pouvez utiliser le réseau des pôles de compétitivité. Je vous ai montré tous les points de contact au début. On vous encourage aussi à participer aux journées défense qui sont organisées par le ministère des Armées ou par vos pôles de compétitivité. Sachez que l'Info Day du FED 26 va avoir lieu le 10 et 11 mars prochain et qu'en plus, c'est très pratique. Il est en format hybride. Vous pouvez soit aller à Bruxelles, soit le suivre à distance. Donc, n'hésitez pas à le faire. Pour ça, si vous souhaitez participer en ligne, inscrivez-vous avant le 15 février. Ça approche, donc ne loupez pas la date. Et ensuite aussi, si vous voulez participer à ce qu'on appelle le brokerage event, eh bien ça, c'est intéressant. C'est des brokerage events, la commission les met en place pour créer le réseautage européen. Et elle donne la possibilité notamment aux entités de pitcher sur soit leurs idées de projet ou leurs offres de compétences. Bon, après, il y a une grosse sélection. Tout le monde ne peut pas pitcher, évidemment, vous l'avez compris. Donc, il faut, pour le pitch session du FED 26, qui aura lieu le jour 2 de l'Info Day, donc le 11 mars, il faut vous inscrire avant, alors il fallait, pardon, vous inscrire avant le 2 février, la date est passée, je pense qu'on a dû le promouvoir. Mais voilà, au moins vous savez comment ça se passe. Il faut se préparer peut-être pour le FED 27 si c'est pas encore le cas. Bon, après, il faut participer aussi aux événements du réseau NDR. Donc là, vous avez tout un tas d'événements qui sont organisés par ce réseau européen des régions de défense auxquels nous participons au titre d'Aerospace AD. Nouer des contacts aussi dans les salons professionnels. Le business, ça peut aussi amener le contact business peut amener à du contact innovation. Et puis, toujours possible aussi, se créer un profil sur la plateforme de l'EDA. Vous avez le lien ici. Nos recommandations, c'est de commencer déjà à travailler sur vos propositions. N'attendez surtout pas pour préparer ces propositions. Plus vous le faites en avance, mieux c'est. N'hésitez pas bien sûr à nous solliciter pour vous accompagner ou pour rechercher vos partenaires parce que nous sommes quand même, moi, par exemple, chez Aerospace Valley, on est en lien avec tous les pôles aérospatiaux défense d'Europe quasiment. On est membre de plusieurs réseaux et donc on peut aussi, grâce à cette connexion, vous aider à trouver des partenaires. Si vous travaillez déjà avec des partenaires étrangers, vérifiez bien qu'ils soient éligibles, notamment au niveau de l'actionnariat, attention, important. Et si vous êtes sur le pôle PME, qui sont bien une PME au sens européen du terme, en leur demandant dès à présent le Self Assessment Certificate.
Bon, muscler le consortium, je l'ai déjà dit, hein, on n'en reste souvent pas à 3. Bon, à part peut-être sur l'école PME où on peut être sur des plus petits consortiums, bien que, hein, on est quand même sur des budgets importants, donc il est important d'avoir un nombre important de partenaires aussi. Essayer de retrouver, de chercher l'équilibre, hein, des financements entre les partenaires. Hein. Il ne faut pas que la France s'octroie non plus de 40% en termes de budget. Généralement, il n'y a pas de règles imposées par l'Europe là-dessus, mais c'est généralement ce qu'on constate. Privilégier les petits pays européens, ça c'est la DGA qui nous donne ce conseil aussi d'aller chercher des PME, des pays peut-être pas forcément des petits pays plutôt à l'Est voilà, qui sont intéressés par le FED. Limiter la sous-traitance, hein, maximum 30% du budget, privilégier les PME. Et toujours pareil, éviter les PME qui soient contrôlées par des PME, des entités qui ne soient pas européennes, même si les dérogations sont possibles, mais c'est beaucoup plus compliqué. Les supports pour le montage, j'en termine avec ces planches. Sachez qu'il y a une aide chez BPI France pour vous octroyer les services d'un consultant qui pourra vous aider à monter vos projets. Donc ça, c'est pour les PME, mais aussi les ETI de moins de 2000 salariés. Ça s'appelle le diagnostic partenariat technologique international. Et là, donc BPI prend en charge une partie du coût consultant avec des KP. Par contre, là aussi, il faut demander. Hein, il n'y a peut-être pas de l'aide pour tout le monde, donc il faut anticiper ce genre de demande. J'en ai parlé chez nous à Aerospace Valley, je suis sûre que c'est le cas aussi dans les autres pôles. Ben, on peut vous aider sur toutes les étapes du montage, c'est-à-dire vous aider à faire émerger le projet, à le cadrer, c'est-à-dire mettre un work plan, des livrables, aider à trouver les partenaires, vous aider à rédiger le formulaire pré-projet de la DGA, vous mettre en relation avec des consultants, et puis vous encadrer tout au long du montage du projet, et même au-delà si vous souhaitez pour des conseils sur le management. À noter qu'on est membre de ces deux réseaux, EACP, le réseau des clusters aérospatiaux européens, et le NDR sur les régions de défense. Donc, on peut vous être utile pour vos recherches de partenaires. J'en ai terminé. Je pense qu'on est à peu près dans les temps, j'espère. J'ai un peu accéléré sur la fin. Et maintenant, je vais repasser la parole à Christelle pour les questions, s'il y en a. Merci Fabienne, je te confirme, on est bien dans les temps. Et oui, il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le chat. On a une dizaine de minutes pour y répondre. Est-ce que tu peux nous rappeler, Fabienne, parce que je pense que c'est très important, la définition de la PME au sens européen du terme, s'il te plaît. Okay. Et est-ce que, pour le FED, est-ce qu'il s'agit du site, de la société ou du groupe? Est-ce qu'il faut prendre en compte aussi le groupe auquel appartiendrait la société? Oui, je pense qu'il faut prendre. Alors, c'est un peu compliqué, mais il y a vraiment un outil. Alors, j'essaye de vous le trouver. Voilà, il y a un outil sur. Voilà. En fait, le FED, la PME, c'est donc il y a plusieurs critères. Déjà, vous dire que ça fait l'objet d'une recommandation européenne, hein, donc c'est extrêmement encadré par l'Europe. Il y a un critère de nombre de salariés. Il ne faut pas dépasser 250 salariés. Et il y a un critère financier en termes soit de chiffre d'affaires, max 50 millions, ou de bilan annuel, max 43 millions. Et surtout, ce qui est important, je pense, c'est l'objet de la question, c'est le fait de ne pas être détenu à plus de 25% par une non-PME. Voilà, donc il y a cet outil qui a été mis en place par l'Union, qui est extrêmement bien fait, où vous pouvez, donc vous allez rentrer des chiffres et vous allez les rentrer avec votre service comptable, surtout si vous êtes dans une holding avec plusieurs filières, plusieurs filiales, etc., où ça peut être compliqué la façon de rentrer les chiffres. Mais ça, c'est une moulinette qui va vous dire si oui ou non vous êtes une PME au sens européen du terme. Merci Fabienne. Question complémentaire. Les projets qui sont déposés dans le cadre du topic PME donc, doivent être portés par des consortiums et par combien d'entreprises? Eh ben, là, c'est la règle en fait globale qui vaut pour tout le programme, hein, qui est vraiment une règle minimale d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il faut être au moins trois entités de 3 pays différents. Donc, les pays, c'est les pays de l'Union plus la Norvège qui est donc pays associé. Ça, c'est vraiment le critère. Et dans le topic PME, il faut être entre PME, bien sûr. Ce qui ne veut pas complètement dire que les autres entités ne sont pas éligibles, mais elles ne seront pas bénéficiaires au premier niveau. C'est-à-dire qu'on va avoir un projet qui sera fait par des PME, donc minimum 3 PME
de 3 pays membres différents. Et après, vous pouvez, si vous avez besoin des travaux d'un académique, par exemple, qui vient de vous aider sur ce projet, vous pouvez tout à fait l'intégrer en tant que sous-traitant. Donc, il ne signera pas le contrat avec l'Union, il signera un contrat avec vous de sous-traitance, mais à savoir que la sous-traitance, il faut vraiment qu'elle soit limitée. Hein, il ne faut pas qu'il y ait plus de 30% du budget qu'il y a des sous-traitants. Voilà. Mais dans les bénéficiaires de premier niveau, dans le topic PME Development, hein, dans la Development Action de PME, il faut qu'il y ait que des PME. Tu as répondu à l'une des questions, Fabienne, hein, qui était si on souhaite intégrer dans la partie topic PME des laboratoires ou des centres de recherche, est-ce qu'ils peuvent intégrer le consortium ou pas? Donc, tu y as bien répondu. Ils seront dans la partie sous-traitant. Et sur un volume d'activité limité, et en tout cas, pas plus de 30% du budget. OK. Idem si on parle d'une grande entreprise, j'imagine. Alors, on peut aussi avoir une grande entreprise en sous-traitant. Oui, tout à fait. Le volume de sous-traitance, on va dire, alors ça, on ne va pas le voir écrit, sauf peut-être, je crois que je l'ai vu dans les planches qui ont été présentées par le FED, officiellement dans l'Info Day, là, ils vont en parler de ce sujet. Hein. Je pense que c'est le volume, 30%, c'est vraiment c'est limité, voilà, pour la sous-traitance. Max pour la sous-traitance. Et ça, cette règle, elle vaut aussi pour les grands groupes ou les grandes ETI qui vont participer au grand call. Hein. Voilà. Merci Fabienne. Avec eu égard à ton expérience, est-ce qu'une société peut postuler à plusieurs topics? Alors, oui, alors là-dessus, en fait, en toute rigueur, rien ne l'empêche, sauf que quand même, il ne faut pas oublier que si tous les projets sont retenus, il faut être en capacité de les mener. Vous allez me dire, avec les taux de succès, c'est rare que ça arrive, mais n'empêche que ça peut arriver. Donc, il faut déjà avoir la capacité aussi de porter tous ces projets et notamment d'autofinancer ce qui n'est pas couvert par les subventions. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a certaines, il pourrait y avoir la tentation de participer à plusieurs projets qui sont en compétition sur un même topic. Bon, moi, personnellement, d'un point de vue éthique, je ne le recommande pas, mais par contre, ça pourrait s'envisager si, par exemple, la société amène une techno de manière différente sur plusieurs projets, parce qu'on peut avoir plusieurs façons de répondre à un topic. Alors, sur les grands calls, les attentes sont assez clairement définies quand même, hein, donc il n'y a pas quand même beaucoup de possibilités de proposer des technologies différentes, mais ça peut s'entendre. Donc, en toute rigueur, rien ne l'empêche. Mais moi, je mets les deux bémols suivants, c'est qu'il faut être en capacité de tout honorer si tout est retenu. Ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, il ne faut pas non plus se mettre trop en délicatesse avec le consortium parce que ça peut être vu par certains comme quelque chose de trop opportuniste. Voilà. Bien sûr. Ça peut s'expliquer si vraiment on a plusieurs technologies à distribuer à plusieurs projets. C'est quand même assez rarement le cas. Est-ce que tu peux nous repréciser, Fabienne, le niveau de TRL pour le call non thématique sur les disruptives technologies? Est-ce que tu peux nous confirmer qu'on est bien sur TRL 4 et plus? Alors, non, là, je vois. Sur le disruptive technologie, comme son nom l'indique, c'est vraiment super méga disruptif. Donc là, c'est max, on démarre au 0 et on arrive au 3 max. OK. À peu près. Le TRL, c'est toujours un peu, voilà, on peut l'interpréter de différentes façons. Sauf que, alors, je mets un bémol à ce que je dis parce que sur les radars, là, vous voyez, ce call radar, il est dans l'open call techno de rupture, mais par contre, ils ont défini un niveau de TRL qui est plus haut. Donc, bon, il faut le regarder au cas par cas, mais en général, ce qui est financé sur le topic disruptive technologie, c'est du super disruptif. Donc, pour être du super disruptif, en général, c'est plutôt sur des TRL bas. Voilà. Mais là encore, c'est en ligne sur le site du FED. Et moi, je vous encourage à aller le regarder parce que c'est en regardant ce qui a déjà été financé que ça va vous donner des enseignements extrêmement précieux, que ce soit dans le profil des consortiums qui ont été financés, que ce soit aussi dans des domaines
qui ont été financés. Ça vous permet de vous situer aussi dans l'état de l'art, hein, c'est très important. Et troisième chose, que ça vous donne des indications importantes sur le type d'acteurs qui participent. Et ça, c'est important pour le réseautage, quand même. Bien sûr. Fabienne, une question sur le rôle de la DGA, qui est très important, comme on l'a mentionné. Est-ce que tu peux bien nous repréciser, est-ce qu'il faudrait les contacter, par exemple, dès le début du montage de projet, pour être sûr de leur soutien, y compris avant le choix de tous les partenaires? Bon, alors, peut-être là, je vais parler sous ton contrôle, hein, Christelle, parce que c'est vraiment plus toi que moi qui au contact de la DGA, donc je le sois aussi avec toi. Mais moi, je pense que sur les grands calls, vous voyez, on a passé en revue les grands calls là, au début, ceux-là, là, vous voyez, tout cela, vous voyez, tout ça, c'est des grands calls, vous voyez, les budgets qui sont alloués. Hein. Alors, parfois, il y a plus, bien sûr, hein, il y a plusieurs propositions retenues. Évidemment, ce n'est pas un projet à 40 millions, ça va être plusieurs. Mais bon, sur cela, si vous vous êtes intéressé par une des thématiques, hein, là, évidemment, il faudra passer par la DGA parce que c'est elle qui va faire le lien vers les grands maîtres d'œuvre industriels. Donc là, mon conseil serait que vous nous signifiez ça, vous signifiez ça à votre pôle de proximité. Nous, après, on fait le lien avec la DGA qui, normalement, connaît, au moins sur la France, je ne suis pas sûre qu'elle les connaisse à l'étranger, mais sur la France, elle les connaît. Elle sait quels sont les grands industriels qui sont déjà à la manœuvre là-dessus, parce que là, autant vous dire qu'on ne va pas faire de langue de bois, les grands industriels, ils participent, enfin, ils sont déjà à la manœuvre sur tous ces appels à projets, et c'est bien normal, hein, il faut bien que le projet se fasse. Mais donc là, il faut vraiment nous le signifier, et nous ensuite, on contacte la DGA, et c'est elle qui fait le lien. Sur les topics, alors, sur les topics dédiés au PME labo, sur l'appel SME Research, là, bon, elle n'est pas, voilà, elle dit qu'elle veut bien être au courant, mais ce n'est pas non plus mandatory. Là où c'est vraiment mandatory, obligatoire, c'est vraiment pour les actions de PME Development. Là, il faut assez rapidement tenir informé la DGA, et là, on vous aide. Alors, on peut le faire, moi je pense que c'est mieux de le faire avec le pré-projet. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Christelle, mais en tous les cas, c'est sûr que là, il faut prévenir la DGA. On le fait donc officiellement avec le pré-projet, donc à la date qui a été donnée au 29 mai, mais en amont, en fait, et ça c'est vrai qu'on le faisait, Fabienne, on tient au courant la DGA des différents projets. Donc en fournissant quelques lignes de description des projets que les sociétés sont en train de monter. Hein. Donc là, on peut déjà faire ce travail-là avec Fabienne hein, pour vous accompagner, membre d'Aerospace Valley. Et en fait, comme ça, là, on prévient la DGA, OK, le 29 mai, vous allez recevoir 4-5 projets. Voici à peu près l'objectif des projets. Et comme ça, ils sont au courant et ça permet après d'orienter aussi potentiellement les sujets, la recherche de partenaires et le soutien déjà de la DG. Oui, parce que je précise quelque chose que je n'ai pas dit, mais bon, dans le pré-projet, il faut, alors on pourra le regarder en détail avec les auditeurs qui sont intéressés, hein, bien sûr, mais dans le pré-projet, il faut décrire un petit peu l'ambition du projet, ce qu'on envisage un peu comme work plan. Alors même si c'est un pré-projet, il faut quand même donner des éléments pour étayer quand même le projet. Et il faut avoir quand même trouvé au minimum un partenaire hein, déjà, étranger. La DGA, elle peut accepter de soutenir des pré-projets, mais il faut déjà avoir montré que vous êtes ouvert un peu à l'étranger, que vous avez trouvé au minimum un partenaire. Sachant qu'avec un partenaire, vous seriez deux et vous n'êtes donc pas éligible hein, au fait. Donc, mais la DGA, elle peut aider aussi à trouver des partenaires complémentaires. Et voilà, nous, bien sûr, les pôles, on aide. Voilà. Ouais, ça fait partie aussi d'une question qui a été posée. Hein. Est-ce qu'on peut aider à identifier des entreprises, des partenaires en Europe qui auraient déclaré leur intérêt pour tel ou tel projet Donc, oui, ça, c'est des choses qu'on peut faire au niveau du pôle et c'est un accompagnement qu'on vous propose. Tout à fait. Et ça marche bien quand même, Christelle, on peut être contente de ça, ça marche bien. Après, sachez que ça va marcher encore mieux si vous avez l'intention de piloter si vous avez déjà une idée bien précise sur le projet que vous voulez monter, on va vous trouver sans difficulté aucune des partenaires. Franchement,
je pense que ça fonctionne bien. Par contre, n'attendez pas que les projets viennent vous chercher. Il faut être Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on nous pose la question qui exactement au sein de la DGA. Donc, c'est la direction de l'industrie de défense de la DGA. Et encore une fois, on vous invite à vous retourner vers vos points de contact au sein des différents pôles. On ne va pas donner le nom là, des personnes de la DGA qui s'en occupent. Hein. Mais en revanche, vous vous tournez vers vos pôles et clusters respectifs. Et nous, après, on fera la mise en relation. Mais c'est bien la direction de l'industrie de défense de la DGA qui sera votre point de contact. On a encore beaucoup de questions, Fabienne, mais on arrive à la fin du webinaire. Je te propose d'en prendre encore quelques-unes qui seraient vraiment intéressantes. Après, sinon, on peut aussi y revenir après. On a les moyens de répondre après, comme vous voulez. Jennifer qui nous accompagne là, du service com d'Aerospace Valley. Merci encore, Jennifer. Est-ce qu'on a encore beaucoup d'auditoires ou pas? Il y en a encore. On peut encore on peut encore oui, Fabienne. Oui, c'est ce que je te dis. Je te propose de continuer, mais de prendre que les questions vraiment générales. Est-ce que l'Angleterre fait partie des pays qui sont éligibles au FED, au Royaume-Uni? Non, ils sont éligibles sur les programmes civils parce qu'ils sont partenaires associés des programmes civils, mais sur le FED, ils ne le sont pas puisqu'ils ne sont pas membres de l'Union européenne depuis le Brexit. Ok. L'articulation, Fabienne, entre le FED et E10. Donc, on comprend bien qu'il y a des appels spécifiques qui sont hors FED, qui sont publiés par l'E10. Il y a des programmes, donc Business Accelerator et Matchmaking, mais il y a aussi des topics du FED qui sont rattachés à l'E10. Oui, tout à fait. Alors ça, ne vous appesantissez pas là-dessus. C'est une question de, je pense, de budget. En fait, E10, c'est pas une autre, c'est un service au sein de la la DGDFI qui s'occupe du FED. C'est un volant, comment je dirais ça? C'est un portefeuille d'actions complémentaires. Alors, il se trouve effectivement, c'est ce qui trouble un peu la lecture, je pense, c'est que il y a certains appels, alors je ne sais plus où est-ce que j'ai ça dans mes planches. Non, c'est à la fin. Il y a des appels qui apparaissent sous la tutelle E10. Mais en fait, bon, peu importe. Ce qu'il faut comprendre de 10, c'est que c'est tout le. Vous voyez, il y a des appels ici, on parle d'appels et je le vois aussi, je l'ai vu sur l'autre planche. Ici, vous voyez, les Open Topics SME, R&D, les Open Topics disruptifs et tout ça sont pris par la casquette E10. Mais bon, ça, c'est juste une question de budget, je pense, hein. Selon ma compréhension. Hein. Et après, ce qu'il faut retenir de l'E10, c'est tous les autres services que l'E10 peut déployer, qui ne sont pas forcément que des projets, mais qui sont aussi de la business acceleration, du coaching, du matchmaking, de l'equity. Voilà. Donc, je ne sais pas si ma réponse satisfait l'auditeur qui l'a posée, mais voilà. Peux-tu nous repréciser, on en a parlé sur la recherche de partenaires potentiels dans la BITDE, tu sais, la BITD européenne, qui réalise cette recherche de partenaires potentiels? Est-ce que c'est par exemple la DGA via le PCN ou est-ce que c'est les pôles de compétitivité? Alors, je n'ai pas bien compris la question, mais c'est pour former les consortiums dans les projets, c'est ça? Oui, voilà, pour former les consortiums. C'est le soutien que nous apportons. C'est nous, on peut vous aider. La DGA aussi peut avoir une action. En fait, c'est une difficulté souvent, notamment des PME qui n'ont pas forcément de fenêtre européenne et qui, voilà, donc là, on vous donne des coups de main, nous, par rapport à nos propres réseaux et à notre propre internationalisation, je veux dire. Donc, on vous aide, mais après, n'hésitez pas à vous saisir des outils. J'ai parlé du brokerage event. C'est important de le suivre. En plus, c'est digital, ces événements. Donc, franchement, bon, il faut aller. La date, justement, du EU Brokerage Event? Comment? Pardon, j'ai pas compris. Peux-tu nous rappeler la date, justement, du EU Brokerage Event? 11 mars. En fait, le 10 et le 11 mars, c'est les Info Day. Alors, le 10 mars, c'est super. Moi, je les suis à distance aussi. C'est super dense, hein, il faut s'accrocher quand même, hein, c'est long. Mais après, c'est tellement cadré, tellement bien fait qu'on peut y revenir, c'est enregistré, les présentations sont enregistrées, etc. Donc, le 10, c'est la DGDFI qui va présenter le FED,
qui va expliquer ce que je vous ai un peu dégrossi là en termes de modèle de financement, de modèle de candidature, etc. Et le 11 mars, ça va être le brokerage event où là, il va y avoir vraiment pour les potentiels candidats des pitching sessions, donc des gens qui vont pitcher leur idée de projet, leur idée de leur offre de compétences, je ne sais pas bien encore. Hein. Et puis, ça va permettre, il va y avoir plusieurs sessions en parallèle, je pense par thématique aussi. Hein. On va avoir une session peut-être pour l'armée de sol, pour l'air, l'espacial. Bref, il y aura sûrement ce découpage-là. Et là, c'est vraiment pour favoriser le networking européen des acteurs. C'est ce que l'Europe met en place. Après, ça ne doit pas vous dédouaner d'avoir une action proactive. C'est-à-dire toutes les recommandations qu'on vous a données en fin de présentation là, sur nouer des réseaux dans les salons professionnels, tout ça, c'est de la proactivité, le réseau de projets européens. Donc, on peut vous aider, on vous aide avec nos propres connexions internationales. L'Europe met en place des outils type les brokerage events pour vous aider, mais tout ça, vous devez avoir inscrit dans vos stratégies, si ces dispositifs vous intéressent, vous devez être visible, vous rendre visible et être proactif sur ces actions. Pour être proactif, pour trouver des partenaires pour les projets, ça suppose d'abord qu'on connaisse le programme, qu'on connaisse les opportunités, ce qu'il faut faire, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces webinaires aussi ont lieu, pour vous donner la connaissance des dispositifs qui ensuite vont être essentiels dans votre recherche de partenaires. C'est une question qui est beaucoup revenue. Hein. Comment est-ce que je peux me faire connaître pour intégrer un call? Donc voilà. Là, on a bien présenté, Fabienne a bien présenté les différents outils qui existent à différents niveaux, des niveaux proches de vous avec les pôles de compétitivité, des niveaux au niveau de la DGA, mais aussi au niveau de l'Europe, hein, avec les différents événements et les différentes plateformes qui existent et que Fabienne a présentées. Fabienne, dernière question. Est-ce que nous avons des données sur les taux de succès des appels PME, les calls PME? Ah oui, je pense que, alors, moi j'en ai, je pense que sur la planche, on en a présenté, oui. Les succès, je crois que je les ai, où est-ce que je les ai mis les succès? Non, c'est à la fin. La France est quand même bien placée. Il y a un truc sur le FED 25, là, voilà. Pardon, le FED 24, parce que le FED 25, je vous l'ai dit, hein, on n'a pas les résultats parce qu'ils sont encore en cours d'instruction. Par contre, sur le FED 24, vous voyez, il y a des statistiques. Alors, là, si on pose sur les PME, c'est ça? Oui. Bon, vous voyez, on a 38% des PME qui ont été sélectionnées sont des PME. Et le pourcentage baisse un peu, elles ont obtenu 27% du financement de ce FED 24. Voilà, donc j'ai ce chiffre-là. On va avoir les mêmes chiffres pour le FED 25, enfin les mêmes chiffres, je veux dire, la commission va faire le même type de stats pour le FED 25. Et après, il y a un bon moyen, encore une fois, d'aller voir, c'est d'aller regarder les projets de PME qui ont été sélectionnés. Mais franchement, ces taux de pourcentage, que ce soit en participation ou en financement, c'est quand même pas du tout négligeable. Oui, donc, et la France est bien placée, on est quand même bien représentée. Si certaines PME y arrivent, eh bien, les autres devraient pouvoir aussi arriver, je pense. Bien sûr, on a de beaux exemples français hein, de PME membres d'Aerospace Valley qui ont mené de beaux projets. Oui, oui. Et puis la DGA, je crois, sur les webinaires précédents, avait, je crois, souligné la bonne participation de la France. Exactement. Hein, oui, il y a quand même tout un dispositif de soutien hein, qui existe pour accompagner les PME pour y répondre. Oui, et de bonnes capacités. Merci beaucoup, Fabienne. Voilà, merci. Puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Christelle, merci à tout le monde et bon appétit. Merci, bonne journée à tous.